on va parler de projet pilote. Avant de commencer, je voudrais juste faire un tout petit peu de sémantique pour qu'on soit d'accord. Quand je parle de projet pilote, je parle de mise en place de nouvelles pratiques, de nouveaux workflows, de nouveaux process. Je ne parle pas d'un projet pilote techno. Je ne sais pas si vous avez vu, je suis le seul à ne pas avoir levé la main quand il a demandé qui utilisait Git. Mais je parle vraiment de process, de framework, de choses comme ça. Et avant de commencer, je voudrais juste m'assurer qu'on a tous fait le même constat. Je vais vous demander de lever la main si vous avez déjà vu ou participé à un projet pilote de mise en place d'un nouveau process, d'un nouveau framework. Ouais, un peu tout le monde. Comment ? Gardez la main en l'air. C'est pas fini. Alors, je pensais qu'il y aurait un peu plus, mais on va faire avec. En tout cas, je pense qu'on a quand même quelques-uns à avoir vu dans notre carrière des projets pilotes. Après, la deuxième question, c'est pensez au dernier que vous avez vu, s'il est terminé, et je vais vous demander de baisser la main s'il a échoué. Si en cours de route, vous vous êtes dit que non. Hein? Ah, il y en a un. En général, tous les coups ou presque, ça marche. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait un projet pilote, globalement, le temps du projet pilote, ça fonctionne. Et après, j'arrête de vous embêter, mais juste gardez la main en l'air si le passage à l'échelle ou s'il a été pérennisé, si ça a été un succès. Ouais, quand même. Il y en a un ou deux. En fait, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'assez souvent, les projets pilotes, ils réussissent pendant la phase de pilote, pendant la phase d'expérimentation, et qu'après, ça s'effondre assez rapidement, et c'est de ça dont je voudrais parler. Donc on reprend. Moi c'est Sylvain, je suis Executive Advisor, c'est-à-dire que j'aide des COMEX à mettre en place des modèles opérationnels plus lean, plus agile, plus produits, enfin on peut appeler ça comme on veut. Et donc j'ai réalisé un jour que moi personnellement j'ai quasiment jamais vu, ou voire pas du tout, de projet pilote qui marchait pas. Donc je me suis posé la question de la source de à quoi ça pouvait être dû, et j'en suis arrivé à cette phrase que j'ai beaucoup dit, moi-même, je fais partie du problème, c'est-à-dire que c'est facile, on prend une petite équipe motivée, sur un périmètre réduit, on les accompagne bien, et puis on voit si ça marche. Bon, en gros, ça marche. Ça marche parce que des gens motivés, plein de gens autour, tout le leadership qui regarde, qui s'assure que tout fonctionne bien, plein de consultants qui les aident. Ça ne peut pas rater. Donc si ça ne peut pas rater quelque part, on peut dire que ça marche tant qu'on veut, mais en réalité, ça ne marche pas. C'est un peu comme si vous allez développer un truc dans un coin, sur une branche à part, et puis ça marche avec un jeu de données fictif, mais solide. Ça marche, et puis après, voilà, il n'y a plus qu'à merger, et on est bien. Voilà. Après le projet pilote, on se retrouve souvent dans cette situation où on se retrouve à devoir impliquer beaucoup plus de gens, on se retrouve au contact de la vraie vie, avec des vrais problèmes, et puis le leadership qui te regarde comme ça, qui fait « ouais, super, c'est validé, c'est bon, hop, au revoir ». Et c'est là que les ennuis commencent. Ça, c'est un constat qu'on est quand même beaucoup à avoir fait, qui est assez documenté, mais il y a un deuxième facteur que j'ai pu réfléchir un petit peu, que j'ai pu voir et que j'ai beaucoup pratiqué. C'est celui-là. Ça, c'est ce qui se passe le lendemain. Même si on ne passe pas à l'échelle, le lendemain de la validation du projet pilote, on se retrouve dans cette situation. Et on a tous été, je pense, tous ceux qui ont vu un projet pilote ont été dans cette situation. On a tous été, à un moment ou à un autre, le relou qui, le lendemain du projet pilote, arrête de faire ce qu'il y a à faire pour aider les autres. On l'a tous fait. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai fait, j'avoue. C'est-à-dire que j'étais dans une situation où des équipes de dev avaient mis en place un nouveau workflow Jira, et moi je dirigeais l'équipe du X. Ça nous avait demandé de nous adapter, d'aller produire de nouveaux documents dans leur workflow. Leur workflow était bien. Pendant le projet pilote, en fait j'ai joué le jeu parce que c'était la meilleure chose à faire pour moi. C'est-à-dire que c'était moins coûteux pour moi d'être celui qui fait un effort supplémentaire, quitte à mettre le reste en retard, qu'être celui qui bloque le projet pilote. Autrement dit, si je bloquais le projet pilote, je me faisais virer. Si j'étais en retard sur le reste, je me faisais engueuler. Fine. Sauf que le jour où le projet pilote s'est terminé, donc le lendemain, ça avait radicalement changé, parce que tout le monde regardait ailleurs. Et à partir de là, ce qui s'est passé pour moi, c'est que c'était moins coûteux pour moi
d'être le bloqueur que d'être celui en retard sur mes projets. Parce que si je bloquais le projet, l'ancien projet pilote, ben, j'allais juste me faire engueuler. Si je continuais à être en retard sur mes projets, qui avaient pris du retard à cause du boulot supplémentaire, ben, là je me faisais virer. Et en fait, ce changement de paradigme, ce changement de règle du jeu, il est hyper intéressant. C'est-à-dire que, enfin il est hyper intéressant. C'est hyper intéressant de le comprendre, de le prendre en compte. C'est-à-dire que si vous faites quand on fait un projet pilote, il faut savoir que plein de personnes n'ont rien à gagner à ce que le projet pilote marche. Et pourtant, tu as besoin d'eux. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête les projets pilotes? Est-ce que ça ne sert à rien? Je pense qu'on n'est pas obligé d'arrêter, mais j'ai 2 conseils à vous donner par rapport à ça, par rapport à ce que j'ai vu moi, ce que j'ai pu expérimenter. Le premier, c'est d'être au clair. Est-ce que vous faites un pilote ou est-ce que vous faites une démo? Une démo, c'est bien. Vous pouvez faire une démo d'une nouvelle pratique, d'un nouveau workflow, montrer que ça marche, que c'est intéressant, c'est très bien. Mais dans ce cas, vous apprenez rien. Si vous voulez faire un vrai pilote, c'est une expérimentation. Une expérimentation, ça se fait avec une taille critique. C'est-à-dire que si vous prenez une toute petite équipe de gens hyper motivés, vous apprenez rien, parce que vous allez forcément réussir. Ce qu'il vous faut, c'est avoir une bonne taille qui peut échouer. Il faut vous mettre dans des conditions où votre projet peut échouer. Parce que sinon, ben, vous apprenez rien. C'est pas grave, ça peut être une démo. Mais derrière, tout le boulot, il est à faire. Taille critique, ça va dépendre de votre contexte, ça va dépendre de votre boîte. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est jamais une équipe. Faire des projets pilotes, expérimenter des nouvelles pratiques avec une seule équipe, c'est voué à la réussite. Donc, la perte d'argent, de temps, parce qu'on n'apprend rien. Le deuxième facteur, c'est qu'il ne faut pas protéger l'équipe. Ouais, vous pouvez avoir 4 consultants qui vont déblayer le terrain devant vous, qui vont éviter les interruptions. C'est bien, c'est rassurant, on se dit, bon, ben, au moins, on se donne les moyens de réussir. Mais en fait, vous apprenez rien, c'est toujours pareil. Vous réussissez, mais vous ne pouvez pas échouer. Et le troisième point, c'est, dès le départ, d'avoir des hypothèses claires et des métriques claires, des métriques de réussite. C'est-à-dire, si vous faites une expérimentation, si vous n'êtes pas au clair sur comment vous allez mesurer la réussite ou l'échec, vous allez toujours réussir encore une fois. On est très très fort pour faire « ouais, ça va, c'est bon, ça a marché ». Mais en réalité, vous n'en savez rien. Et encore une fois, c'est important. Si votre but, c'est d'expérimenter, de savoir, et si vous pouvez mettre en place cette technique, cette pratique de manière pérenne, il vous faut pouvoir échouer. Et c'est très difficile de l'admettre, mais il faut vous mettre dans des conditions où l'échec est possible. Le deuxième point, c'est de se rappeler qu'on évolue dans un écosystème. Et c'est un peu éviter qu'il y ait des gens comme j'ai fait moi, cette fois-là, hein, que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui vont vous bloquer. Et ça veut dire qu'il faut impliquer tout le monde dès le départ. Il y a plein de gens qui font pas partie de l'équipe pilote, la fameuse équipe pilote qui se construit comme toutes les autres, etc. Mais qui vont avoir besoin de faire un effort supplémentaire pour que votre pratique, pour que votre nouveau workflow marche. Impliquez-les dès le début. Ne faites pas comme dans l'exemple que j'ai décrit où les gens sont arrivés en me disant « bon ben voilà, à partir de maintenant, il va falloir faire comme ça ». On aurait trouvé une solution s'ils étaient venus me voir dès le départ, si on l'avait construit ensemble, j'aurais trouvé un intérêt. Mais ça n'a pas été le cas, je l'ai subi, j'ai fait l'effort. Mais après j'ai fait autre chose. Le deuxième, c'est commencer par eux s'il le faut. C'est-à-dire qu'en réalité, le vrai bloqueur sur ce workflow Jira que tous les devs voulaient, c'était moi, c'était pas eux. Et en fait, ils ont commencé par tester eux quelque chose qu'ils savaient déjà. En fait, ils auraient dû travailler avec moi pour trouver la combinaison, pour trouver l'avantage que moi j'aurais à aider, ou en tout cas me faciliter la tâche. Et le troisième point, qui est le plus important, je pense, c'est de donner de bonnes raisons aux gens qui vont devoir contribuer. C'est-à-dire d'aller trouver le mécanisme, d'aller trouver la règle du jeu qui fait que moi, je vais avoir un avantage à le faire. Parce que la réalité, c'est ce que je vous ai décrit, le lendemain de la fin du projet, une fois que ça a été validé, j'avais plus aucun intérêt à les aider. Et ils étaient sympas, je les aimais bien, enfin je pense être un mec sympa aussi, j'aurais bien aimé, mais je ne pouvais pas. J'avais du retard, on n'avait pas fait en sorte de pouvoir me donner les moyens de rentrer dans le jeu, en tout cas de faire en sorte que ce soit le choix le moins coûteux pour moi. Et surtout, voilà, déjà c'est dur à dire, ne les évangélisez pas. Ça n'a jamais marché. L'évangélisation, ça fait 10-15 ans qu'on l'en fait. Je n'ai jamais vu d'endroit où quelqu'un est arrivé en disant « voilà, il faut faire comme ça » et tout le monde était d'accord. C'est pas vrai.
C'est une des grosses erreurs de l'agilité, du product management derrière et de beaucoup d'autres choses. C'est on part du principe qu'on va évangéliser les gens et que ça va marcher. En réalité, ça les braque. Et on se retrouve rapidement avec des équipes isolées qui se retrouvent à se battre en permanence en guerre avec le reste de l'entreprise. Donnez des bonnes raisons, n'évangélisez pas et vous verrez que ça marchera beaucoup mieux. Voilà.